qu'il en est. Je me présente, je m'appelle Jean-Claude Beer, je suis français, je suis le PDG de la société Alliance MIM en France, à côté de Besançon, et je suis spécialiste en métallurgie. Je suis mécanicien et métallurgiste. Je travaille dans l'horlogerie depuis presque 30 ans maintenant, et donc j'ai vu arriver pas mal de choses, et je voulais un petit peu discuter autour de ces nouveaux alliages qui sont en train d'arriver sur le marché. C'est OK pour le son, pour tout le monde? Voilà. Ça c'est l'abstract de la conférence, mais je vais pas m'amuser à le lire, c'est assez long. Par contre, pour résumer, ce que j'ai compris du métier, c'est que l'habillage horloger, c'était l'interface entre le porteur et puis la fonction de la montre, et plus loin, tout ce qui est attrait au luxe aussi. Donc c'est une grande partie de son pouvoir de séduction, mais ça doit évidemment répondre aux attentes des porteurs. Et puis c'est soumis à pas mal de réglementations, de plus en plus de réglementations, notamment REACH, et puis tout ce qui arrive notamment dans les nouveaux aux États-Unis, puis dans les pays d'Asie. Et ça a un impact assez fort sur l'industrie de fabrication, parce que chaque fois qu'on a des nouveaux matériaux, eh bien le mode d'élaboration va être impacté, et puis les usines qui vont avec aussi. Moi, quand j'ai commencé l'horlogerie, il y avait encore pas mal de pièces qui étaient en laiton plaqué. Il y avait des glaces saphir, mais elles étaient toutes plates. Et puis, il y avait, quand on voulait de la couleur dans une montre, eh bien, c'était de l'aluminium avec un traitement d'anodisation, puis la céramique démarrait. Donc, c'était il y a longtemps. Puis, on voit qu'au fur du temps, les nouveaux matériaux sont arrivés pour proposer d'autres choses à la clientèle. Et donc, si on essaye de regarder un petit peu aujourd'hui le cahier des charges de l'habillage horloger, on voit qu'on a toujours cherché à aller chercher plus de stabilité, qu'elle soit chimique pour la résistance à la corrosion, le relagage de nickel, et puis la stabilité esthétique avec une recherche sur les rayures, c'est notamment tout ce qui est saphir et tout ce qui est céramique. Je vous vois prendre des photos, c'est disponible et puis ça sera sur YouTube après, donc vous pouvez écouter sans problème. Évidemment, tout ce qui est polissabilité, traitement de surface est très important, donc c'est extrêmement primaire d'avoir ça qui va bien. Les propriétés mécaniques qui sont pas exceptionnelles dans la montre, mais qu'il faut quand même pouvoir aller chercher, notamment sur tout ce qui est fermoir. On demande généralement des propriétés d'un magnétisme. Et puis de plus en plus, c'est quelque chose d'assez récent, d'ailleurs je fais une autre conférence là-dessus demain, sur l'impact environnemental, notamment sur les émissions, parce que c'est un sujet qui est de plus en plus traité, notamment par les jeunes générations et les pays qui émergent, et c'est très important d'avoir quelque chose qui va bien là-dessus. Et ça va avec la santé publique, parce que ce produit-là, il est au contact avec la peau, les enfants peuvent le lécher et ainsi de suite, et donc on ne peut pas fabriquer ce type de produit sans avoir un regard là-dessus. Alors quand on parle d'habillage horloger, on va assez rapidement dans la science des matériaux. Il y a beaucoup de choses qui sont sur la mécanique, mais la mécanique n'est rien sans la science des matériaux. Donc je vais parlais un petit peu avec vous des matériaux qu'on utilise généralement dans l'habillage horloger. Alors aujourd'hui, les principaux matériaux sont les inox de type AISI 300CZ, donc ça c'est la dénomination américaine qui est très très large, et puis les Allemands ont fait quelque chose d'un petit peu plus segmenté, et donc les 4 matériaux principaux dans l'horlogerie, donc il y a 3 300CZ et 1 904L qui est tout à droite. Le 14404, ça c'est un acier qu'on utilise principalement dans le MIM, qui est la technologie issue des poudres qu'on fabrique chez nous. Le 14435 qui est généralement issu en barre, et puis le 14441 qui est un acier médical qui est de plus en plus utilisé dans l'horlogerie, et le 14539 qui est la base 904L. Ce dont on se rend compte, c'est que j'ai dit tout à l'heure qu'on cherchait de plus en plus de stabilité et aussi de résistance à la chimie. Et donc ça, pour aller vers des matériaux de plus en plus résistants, de plus en plus stables, ce qu'on regarde, c'est que si on va vers la droite, à chaque fois, on a de plus en plus de nickel et de plus en plus de chrome. C'est comme ça qu'on arrive à avoir des matériaux qui sont meilleurs, plus résistants et plus stables. Ça c'est important, si vous regardez tout en bas, il y a le pourcentage, enfin le ratio entre l'équivalent chrome et l'équivalent nickel, et on voit que plus on va vers les aciers le plus performants, et plus l'indice est petit. Et donc tout à l'heure, je vais essayer de repositionner tout ça ensemble. Alors, dans la science des matériaux, quand on va définir un métal, on dissocie jamais la composition de la microstructure. Parce que ma expérience dans l'horlogerie, qu'on parle très souvent de composition, on va parler de la norme AISI, par exemple 300CZ ou un 4404 ou un 4435, mais on parle très rarement de la microstructure. Or, c'est largement aussi important que la composition, on ne peut pas séparer ça lorsqu'on parle d'un acier. Donc la composition, eh bien, ce sont les éléments d'alliage, on l'a vu tout à l'heure, c'est le chrome, le nickel, le fer, le molybdène et ainsi de suite, mais pas que.
Généralement, les normes s'arrêtent à ça, en tout cas dans l'horlogerie, mais si vous allez vers des métallurgies un peu plus pointues, comme l'aéronautique ou le médical, on va parler d'autres choses, notamment ce qu'on appelle les interstitiels, qui sont les éléments légers, le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. Donc ça, qui sont issus généralement du procédé d'élaboration. Et puis les dopants, donc ils sont ajoutés volontairement pour améliorer certaines propriétés, notamment de mise en forme, comme l'usinabilité avec des oxydes ou bien des sulfures pour pouvoir casser le copeau et ainsi de suite. Donc tout ça, ça fait partie de la composition. Il faut bien comprendre qu'on a la composition de base et puis tout ce qui est ajouté plus ou moins volontairement dans l'acier. Et puis la microstructure. Et la microstructure, c'est ce qui forme, c'est ce qui compose la taille des grains, la forme des grains, le taux d'écrouissage, c'est le taux de travail à froid, le nombre de phases et l'arrangement de ces phases entre elles. Et donc, pour illustrer, si on prend un acier 316L classique, on va voir que à l'état recuit, c'est-à-dire que l'état détendu, on a une limite élastique à 190 MPa et une limite à la rupture de l'ordre de 550, avec un allongement à la rupture de 45%. Si on l'écrouille, donc avec la même composition, en changeant la microstructure, on peut modifier considérablement les propriétés mécaniques et les propriétés globales du matériau. Simplement, avec un taux d'écrouissage maximum, la même matière va passer de 190 MPa à 1300 MPa en limite élastique, ce qui est pratiquement 10 fois la valeur. Donc c'est important de comprendre une matière, non seulement au niveau de sa composition totale, donc avec les taux d'impureté, mais aussi au niveau de sa microstructure qui généralement est issue de sa voie d'élaboration. Donc c'est quelque chose de vraiment global et on ne peut pas séparer ces choses-là ensemble. Et cet état métallurgique, il va conditionner beaucoup la mise en forme de la matière. Si vous avez une barre qui est à 430 HV et à 1400 MPa de RM, pour la mettre en forme, ça va être un peu plus compliqué que si c'est un lopin qui est recuit et qui est à 550 seulement. Donc ça va complètement conditionner la manière dont on va travailler. J'ai fait, donc à l'usine, on a pas mal de possibilités de comparer les matériaux. Simplement en dureté Vickers, si on prend une barre carrée standard de 316L, on va être à 165 HV. Si on prend un profilé, donc lui qui a été extrudé à froid en 1,4435, il peut monter à 260. Le même profilé en 4441 peut monter encore plus haut à 300 HV, pardon. La lame matricée va remonter encore plus haut alors qu'une lame cambrée est un peu plus basse. Le mime, lui, est à 130 HV et une goupille qui est très travaillée à 270. Une carrure, on peut penser que c'est assez haut parce que ça a été tapé plusieurs fois, mais comme il y a des recuits, à chaque fois on redescend la dureté, on a finalement quelque chose d'assez mou. Et j'ai pas présenté là, mais on pourrait montrer les microstructures qui sont associées à ça, ou avoir des microstructures équiaxes, par exemple, pour la pièce en mime qui est fritée, puis des structures avec un très fort fibrage lors d'une goupille qui est étirée de nombreuses fois. Donc c'est très important d'avoir tout ça en tête quand on parle de métallurgie. Alors, là, je vais faire un petit focus un petit peu plus scientifique et je vais parler des phases. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, ce qui est demandé dans un acier, c'est vraiment une stabilité, notamment à la résistance à la corrosion et une dureté. La phase qui a été retenue dans tous ces aciers-là, les 316L comme les 904L, c'est la phase gamma, c'est la phase austénite. Parce que c'est la phase qui est la meilleure par rapport aux propriétés de résistance à la corrosion. Elle est totalement amagnétique et c'est quelque chose qui correspond bien à l'emploi des produits horlogers. Donc là, on a des diagrammes de phase. Ce qu'on voit, ce qu'on cherche, excusez-moi, c'est cette phase gamma qui est ici. Donc on cherche à chaque fois à être le plus possible dans cette phase gamma, quelle que soit la gamme de température, mais notamment la température ambiante, évidemment, parce qu'à 600 degrés, le porteur de la montre est moins impacté. Si on se repositionne sur les diapositives du départ, si on regarde ici, on voit que le ratio nickel sur équivalent chrome sur équivalent nickel réduit en fonction du taux de charge. Là, on voit que sur un 904L, on est jusqu'à 20% de chrome et 25% de nickel. Et donc, si on repositionne ça sur ce diagramme, ce qu'on voit, c'est que plus on va vers les chiffres petits et plus on est stable dans la phase austénite. Donc, on a toujours été chercher à avoir une stabilité maximum. Et l'élément qui stabilise le plus l'austénite, c'est le nickel. Ce qu'on regarde sur un acier austénitique, plus on ajoute de nickel et plus la phase austénite est grosse. Donc c'est un élément qui est extrêmement important et qui est très largement utilisé. Le problème du nickel est que quand il y a corrosion, parce qu'il peut y avoir corrosion, et ben il va relarguer des sels de nickel et ça va pouvoir provoquer des allergies et c'est un problème majeur pour certains types de personnes. Il y a des régulations, des réglementations qui commencent à s'opposer par rapport à tout ça. Et donc, il y a une grosse recherche pour voir comment on pouvait avoir des aciers qui soient aussi stables, mais en enlevant le nickel.
Alors le principe métallurgique d'aller vers ces aciers qu'on appelle Ni-free, donc ces aciers sans nickel, c'est de le remplacer par du carbone, de l'azote et du manganèse et un petit peu de molybdène. Grâce à ça, on va pouvoir enlever le nickel et avoir quelque chose d'aussi stable au niveau de la phase austenite. Et comme de temps en temps on a de la chance, en plus ça va augmenter les propriétés mécaniques et donc on va avoir des alliages qui ont des propriétés mécaniques supérieures à la gamme des 316L et des 904L. Donc là, le diagramme de phase que je vais présenter, il montre la phase austenite sur des aciers à l'azote. Donc ça s'appelle les aciers à l'azote parce que c'est le plus gros élément qu'on va ajouter. Et donc on est ici, on cherche à être dans cette phase-là, avec un taux d'azote qui est de 0,9% dans l'acier que nous développons, pour se trouver exactement dans cette phase-là. Si on va vers les compositions et les caractéristiques typiques, donc on va avoir un taux d'azote qui va être compris entre 7500 et 9000 ppm, carbone entre 0 et 2000 ppm, du chrome entre 16,5 et 17,5%, ça c'est comme un 316L, du molybdène de l'ordre de 3% et du manganèse. Et puis c'est tout. Il n'y a pas du tout de nickel là-dedans. Et donc on obtient une densité à la fin de 7,65, une dureté qui est assez intéressante de 300 HV. Donc on est vraiment, pour un acier recuit, on est au niveau des aciers les plus écrouis. Donc on a quelque chose qui est vraiment très dur. On n'a pas de magnétisme du tout. Et évidemment, il n'y a pas de relargage nickel puisqu'il n'y en a pas. Donc là, on est exactement dans le cahier des charges du départ, c'est-à-dire quelque chose qui est très stable chimiquement, qui ne relarguera pas de nickel et qui en plus est très dur et ne va pas se rayer facilement. Et donc c'est ces deux propriétés-là qui vont intéresser les horlogers et c'est pour ça que ces aciers-là sont de plus en plus développés dans notre métier. Alors je vais parler un petit peu des modes d'élaboration parce que ces aciers-là ne sont pas si simples que ça à fabriquer, ne sont pas si simples que ça à utiliser. Donc les modes d'élaboration aujourd'hui en série, je dirais, il y en a deux grands. Il y a la barre. Alors il y a l'acier le plus connu pour moi, mais je ne suis pas le plus grand spécialiste, c'est le P570 de Böhler, et puis toute la famille des biodurs qui sont des aciers implantables. Et puis il y a une voie des poudres. Donc là l'acier commercial s'appelle le Panacea, et ça c'est celui-là que nous utilisons pour notre système de fabrication qui est le moulage par injection de poudre métallique ou le MIM. Dans ce cas-là, on va créer ce qu'on appelle un feedstock en prenant la poudre, on la mélange à un plastique. On va l'injecter dans un moule, ensuite on va délianter le composé et puis le friter et le finir. Et ça permet de mettre en forme extrêmement facilement des formes complexes avec des aciers qui se mettent très mal en forme autrement. Parce que vous comprenez bien que quand on est à 300 HV, je vais parler après des résistances mécaniques, c'est pas quelque chose qui se met en forme facilement et notamment par frappe, c'est extrêmement compliqué. Et puis, il y a une autre technologie qui est en train d'arriver, qui est l'impression 3D, où là, c'est plus un mode de mise en forme formatif, mais c'est quelque chose d'additif, où on va aller imprimer les couches de poudre les unes derrière les autres avec une imprimante, et puis après le friter. Et ça, c'est quelque chose qu'on commence à faire avec le Panacea. Au niveau des autres propriétés, on a essayé de classer, alors ça c'est issu de publications qui ont été faites par des instituts de recherche. Quand on classe par rapport à la résistance à la corrosion, tous les aciers existants utilisés dans l'horlogerie, alors il y a un 4404, le 35, le 41, le 4539 et aussi le 45... Ok, merci. Alors, il y a le 174PH qui est un acier d'aéronautique, j'ai mis le P570 et puis le Panacea. Et là, quand on calcule l'indice marque, par exemple, donc la formule est donnée là, on peut essayer de ranger les aciers par rapport entre leur composition et leurs propriétés, notamment sur la résistance à la corrosion. Et là, ce qu'on voit, c'est que les aciers sans nickel sont de loin bien supérieurs à n'importe lequel des autres aciers au nickel. Donc on a, grâce à cette technologie, accès à des choses qui sont non seulement plus dures, mais aussi quand je parle de plus de... il n'y a pas de relargage nickel, mais la résistance à la corrosion tout court est bien supérieure. Donc on a des choses qui ont des propriétés à la fois mécaniques et chimiques assez exceptionnelles. Et en termes de propriétés mécaniques, donc là qu'on voit sur le Panacea qu'on fabrique chez nous, on est à 900 MPa en résistance à la rupture et pratiquement 600 MPa en limite élastique. Donc on est à 3 fois le 316L normal. Et on est, comme je l'ai dit, 300 HV1. Ce qui est intéressant, c'est qu'on conserve une élégation à la rupture de 60%, donc ça s'usine. Et ça peut aussi même se tarauder avec des tarots formeurs, ça marche. Donc c'est un acier qui est assez intéressant à absolument tous les points de vue.
Je vais aller encore un petit peu plus dans le détail en vous parlant des microstructures. J'ai dit tout à l'heure que la microstructure, c'est quelque chose de très important quand on parle d'un alliage métallique. Alors, je vais vous montrer des microstructures comparées entre les différents types de matériaux. Donc ça, c'est la microstructure d'une barre, un 4435. Donc on a avec et sans attaque. Donc sans attaque, on voit que la microstructure, c'est très bon. Il y a quelques petits taux inclusionnaires parce que quelque chose de parfait avec absolument rien, ça n'existe pas vraiment. Et puis de l'autre côté, on voit une microstructure équiaxe qui est très bien. Après, si on prend une carrure étampée, celle-ci, elle est en 44-41. Donc sur la photo de la pièce sans attaque, on commence à distinguer par contre des stries. C'est lié à l'étirement. Il y en a 2-3, comme vous pouvez voir ici, là. Et puis quand on attaque, là on voit qu'il y a carrément des chapelets un peu partout. Ça c'est lié à la qualité de l'alliage de départ où il y a des taux d'inclusion. Puis après, au fur et à mesure on retape dessus, et bien tout ça va s'aligner. Et quand je parlais tout à l'heure de la composition, donc on est bien d'accord qu'il faut comprendre la composition des éléments de base, plus les éléments qu'on a ajoutés, ça en fait partie, et plus la microstructure qui va pouvoir les arranger ou pas. Et ça, pour une montre, c'est pas fondamentalement important, mais si c'était une pièce d'aéronautique, ça passerait jamais parce que c'est des endroits où ça peut commencer soit à rouiller, soit à casser lors de sollicitation en fatigue. Et puis là, on a du MIM 14404 où sur la pièce après fritage, on a là cette fois-ci, ce sont pas des taux d'inclusionnaire parce que dans le MIM, il y en a très peu, mais c'est quelques porosités résiduelles qui sont ici. Et puis sur la microstructure avec attaque, on a là un grain complètement isotrope avec quelques plages de ferrite delta au joint de grain qui sont issues du fritage. Et puis donc l'acier MIM, nickel free MIM. Donc là, on a une structure assez particulière parce qu'on arrive à avoir une densité de 100%, donc full densité sur 2/10, qui est ici et là. Et en dessous, on a quelque chose de plus poreux, qui est totalement libre de ferrite et d'autres éléments étrangers, ce qui fait que on a quelque chose qui se polit extrêmement bien parce qu'on est absolument dense. Par contre, ça nécessite des modes de fabrication un peu particuliers, ce que je vais expliciter par la suite. Ce qu'il faut comprendre dans le Panacea et les aciers sans nickel, c'est que ce sont des aciers qui ont besoin de traitement thermique, à la différence des austénitiques qui n'en ont pas besoin. Donc je vais parler un petit peu de ça, et pour ça je vais revenir sur mon diagramme de phase. Quand on voit sur la verticale pointillée, on est à 0,9% d'azote, donc on est dans la phase austénite jusqu'à 1000 degrés à peu près. Jusqu'ici, on est à 1000 degrés là, et puis on voit que quand on va refroidir, on va fabriquer des nitrures de chrome. Et ces nitrures de chrome là sont très préjudiciables à la résistance à la corrosion parce qu'évidemment ils vont pomper le chrome qui ne pourra plus avoir son rôle d'inhibiteur de corrosion. Et donc, la microstructure qu'on a en sortie de four de fritage, c'est quelque chose qui ressemble à ça. On a une couche de nitrure de chrome partout sur la pièce. Pour enlever cette couche de nitrure de chrome, on fait une trempe, c'est-à-dire qu'on réausténitise la pièce et puis on va la refroidir à plus de 200 degrés minute, ce qui va amener une structure complètement austénitite et complètement propre par rapport aux nitrures de chrome. Et donc là, on obtient la résistance à la corrosion maximale. Quand on fait ça, on a une légère oxydation de surface qui fait une toute petite couche, ça fait que les pièces généralement elles sortent un petit peu grises. Mais on a quelque chose qui résiste à la corrosion d'une manière exceptionnelle et qui est très dur. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette couche dense, donc il va amener des modes de mise en forme un petit peu particuliers parce qu'on ne peut pas faire, c'est quelque chose qui est important de concevoir, de penser lors de la conception de la pièce. Quand on parle de MIM, on parlait de pièces injectées, et donc toutes les caractéristiques des pièces injectées sont là, notamment tout ce qui est canal d'injection, point d'injection ou éjecteur. Donc ça, c'est la technologie qui l'amène. Ça permet aussi de faire des pièces avec des formes très complexes en une seule fois, d'intégrer tous les trous, d'avoir des cadences de production importantes. Et donc il y a énormément d'avantages à utiliser cette technologie-là. Par contre, par exemple, quand on veut faire une préparation de surface qui est partout la même et qui a des éjecteurs, nous, ce qu'on préconise toujours à nos clients, c'est de faire des éjecteurs sortants pour qu'on soit sûr de bien pouvoir tout enlever. Mais là, si on fait ça et qu'on prépare pas bien, eh ben, on va pouvoir, par exemple, entrer dans la couche peu dense juste sur la surface d'un éjecteur et ça peut donner des trous, enfin des taches un peu blanches. Donc ça veut dire que si on fait du Panacea en MIM, il faut le faire en coordination avec les laborateurs parce que sinon on peut avoir des soucis. On a regardé ce Panacea s'usine très bien et il se soude aussi, c'était une grosse question parce que comme il y a une refusion, on ne savait pas si ça allait recréer d'autres phases et on a vu sur des pièces soudées comme ici par exemple
que là, il n'y a pas de création de phase et qu'on peut avoir la même résistance à la corrosion que les pièces soient soudées ou pas. Donc les modes d'assemblage qu'on utilise dans l'horlogerie traditionnellement peut toujours être utilisé avec ce type de matériaux. Voilà, j'ai presque fini, donc c'était assez technique. Par contre, je pense que ce sont des matières qui sont à la fois extrêmement intéressantes. Après, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'il faut aller là-dedans? Parce que évidemment, c'est un gros changement. Ça peut faire changer pas mal de matériel, parce que si on doit les usiner, c'est pas forcément ça s'usine, mais c'est pas forcément avec les mêmes machines que les machines traditionnelles. Il y a beaucoup de pièces qui vont être issues de la métallurgie des poudres, parce que c'est quand même beaucoup plus efficace, vu qu'à l'état de poudre, il n'y a pas de différence entre un 316L et un Panacea en termes de mise en forme. Alors, je sais que beaucoup de clients hésitent, même si aujourd'hui, la moitié des pièces qu'on développe pour l'horlogerie sont dans cette matière-là. Mais on a toujours, vous savez, le Black Swan, le cygne noir, et on se demande toujours quel avantage on peut aller vers ça. Et moi, j'aime aussi regarder quel désavantage on peut avoir si on n'y va pas. Et simplement pour dire que les plus gros consommateurs de Panacea aujourd'hui, ce sont ces gens-là. Un téléphone portable, alors j'ai pas le mien avec moi, mais un téléphone portable comme vous avez tous est fabriqué beaucoup de pièces sont fabriquées en mime, et ces pièces en mime sont en Panacea parce que c'est durable, parce qu'il y a pas de la résistance à la rayure est bonne, et parce que c'est amagnétique, ce qui est important pour toute l'électronique qui est à l'intérieur. Donc ce sont eux qui ont dopé. Le Panacea, ça existe depuis 2004, je crois. Ça fait 10 ans qu'on en entend parler dans l'horlogerie, mais ça arrive aujourd'hui parce que les fabricants de téléphones portables, notamment cette marque-là, a développé énormément cette matière pour ses avantages de durabilité, de polissage exceptionnel et ainsi de suite. Donc c'est eux qui sont en train de piloter ça. Et moi je pense que quand elle y est pas encore, mais le jour où elle va y être, c'est quelque chose sur lequel il faut que nous on puisse réagir. C'est pour ça que nous à Alliance on s'est positionné sur cette matière assez vite, parce qu'on pense que c'est quelque chose qui va démarrer. Voilà, j'ai fini sur ce petit exposé sur les matériaux sans nickel. Si vous avez des questions auxquelles je peux répondre, je serai ravi d'essayer en tout cas. Merci beaucoup.